vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour qu'une personne bonne, bienveillante, compatissante et éthique commette des actes de cruauté, voire devienne un monstre? Imaginez une personne que vous admirez, en qui vous avez confiance, se transformer en une personne que vous reconnaissez à peine. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'une anomalie rare, mais d'un phénomène récurrent dans l'histoire et le comportement humain? Aujourd'hui, nous explorons l'une des questions les plus provocatrices et les plus troublantes de la nature humaine. Pourquoi les bonnes personnes font-elles parfois de mauvaises choses? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez les mécanismes choquants qui plongent les individus ordinaires dans l'obscurité. Plus important encore, nous découvrirons comment reconnaître et résister à ces forces, la dernière révélation étant la plus cruciale et la plus enrichissante de toutes. Ce voyage nous plonge au cœur d'expériences psychologiques, d'événements historiques et de réflexions philosophiques qui révèlent la mince frontière entre le bien et le mal. Ce n'est pas seulement l'histoire d'autrui. C'est un miroir qui nous pousse à nous regarder en nous-mêmes et à nous demander, que ferais-je à leur place? Pourrais-je, moi aussi, être influencé par ces forces? Suivez-moi, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait fondamentalement changer votre vision du monde et de vous-même. L'effet Lucifer est un concept popularisé par le psychologue Philippe Zimbardo, qui a mené la tristement célèbre expérience de la prison de Stanford. Ces révélations étaient profondément troublantes. L'environnement dans lequel nous évoluons, les rôles que nous adoptons et l'autorité à laquelle nous obéissons peuvent transformer même les individus les plus vertueux en auteurs de préjudice. Pensée Y. L'histoire regorge d'exemples de personnes ordinaires ayant commis des atrocités extraordinaires. Les gardiens des camps de concentration nazis, les soldats qui ont perpétré le nettoyage ethnique, ou même les témoins silencieux des horreurs qui se déroulaient. Tous ces individus n'étaient pas nés mauvais. Il s'agissait, pour la plupart, de personnes ordinaires, entraînées dans des circonstances qui ont révélé les aspects les plus sombres de la nature humaine. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans une combinaison de forces psychologiques et sociales qui façonnent le comportement. Tout d'abord, il y a le pouvoir de l'autorité. Les expériences d'obéissance menées par le psychologue Stanley Milgram dans les années 1960 ont montré que les individus étaient capables d'extrêmes, allant jusqu'à infliger de la douleur à autrui, lorsqu'ils recevaient des instructions d'une figure d'autorité. Dans son étude, on a demandé aux participants d'administrer des décharges électriques à une autre personne, qui était en réalité un acteur faisant semblant de ressentir de la douleur. Étonnamment, la plupart des participants ont continué à administrer des décharges, même lorsqu'ils pensaient causer de graves dommages, simplement parce qu'on le leur avait demandé. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois suivons-nous des instructions sans les remettre en question, qu'elles émanent d'un supérieur, d'un leader, voire des normes sociales? Que feriez-vous si une personne en position de pouvoir vous demandait de compromettre votre moralité pour le bien commun? Un autre facteur crucial est le concept de déshumanisation. Lorsque nous privons les autres de leur humanité, les qualifiant d'ennemis, de sous-humains ou de inférieurs, il devient plus facile de justifier des actes de cruauté. C'est une tactique utilisée à maintes reprises dans la propagande, la guerre et même les conflits quotidiens. Il est plus facile de nuire à quelqu'un lorsqu'on ne le perçoit plus comme une personne. Songez au langage que nous utilisons aujourd'hui dans les discours sociaux et politiques. Combien de fois voyons-nous des groupes réduits à des étiquettes ou des stéréotypes? Réfléchissez à la façon dont cela diminue notre empathie et nos liens, créant une mentalité de « nous contre eux ». Mais la déshumanisation n'est qu'une partie du problème. Les rôles sociaux et la dynamique de groupe jouent également un rôle important. L'expérience de Zimbardo dans la prison de Stanford l'a clairement démontré. Des étudiants ont été assignés au hasard à des rôles de gardiens ou de prisonniers dans un environnement carcéral simulé. En quelques jours, les gardiens ont commencé à adopter un comportement abusif, et les prisonniers ont montré des signes de stress et de soumission extrême. Le plus choquant était la rapidité avec laquelle les participants ont perdu de vue leur individualité et se sont conformés au rôle qui leur était assigné. Cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure notre identité est-elle façonnée par les rôles que la société nous impose? Sommes-nous véritablement libres d'agir en tant qu'individus, ou jouons-nous inconsciemment des rôles dictés par les systèmes qui nous entourent? Ces forces ou autorités, déshumanisation et dynamique de groupe ne sont pas théoriques. Elles sont actives dans notre quotidien, influençant notre façon de penser, d'agir et de percevoir les autres. On les observe au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux et même au sein des familles. Reconnaître ces forces est la première étape pour y résister. Mais qu'en est-il du point de basculement, le moment précis où une bonne personne franchit la ligne? Ce moment est souvent subtil.
Tout commence par de petits compromis, la décision de garder le silence face à une injustice, l'acceptation de la suivre, une seule fois. Au fil du temps, ces petits choix s'accumulent, créant une pente glissante pouvant mener à un profond échec moral. Prenez un instant et réfléchissez, avez-vous déjà fait un choix contraire à vos valeurs parce que cela vous semblait plus facile ou plus sûr? Quelles en ont été les conséquences? À mesure que nous avancerons, nous explorerons comment reconnaître ces moments avant qu'ils ne dégénèrent. Plus important encore, nous découvrirons comment développer la résilience face à ces forces psychologiques. Mais avant tout, abordons une question encore plus profonde, certaines personnes sont-elles immunisées contre l'effet Lucifer? Ou est-ce un danger auquel nous sommes tous confrontés? Restez connectés, car ce qui suit remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur la nature humaine. Abordons maintenant la question qui taraude l'esprit de beaucoup, certaines personnes sont-elles réellement immunisées contre l'effet Lucifer? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est qu'aucun d'entre nous n'est totalement immunisé. Les psychologues débattent depuis longtemps du rôle de la personnalité dans la résistance à la corruption et à l'effondrement moral. Si certains traits, comme une forte empathie, la conscience de soi et le courage moral, peuvent agir comme des facteurs de protection, la vérité est que, dans les bonnes ou peut-être les mauvaises circonstances, n'importe qui peut être la proie de ces forces. Voyez les choses ainsi, nous portons tous en nous la capacité de faire le bien comme de faire le mal le plus indicible. Cette dualité est un thème récurrent dans la littérature, la religion et la philosophie. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, la décrivait comme l'ombre de notre psyché ou les parts les plus sombres et souvent refoulées de nous-mêmes que nous réticents à reconnaître. Jung croyait que pour se comprendre pleinement, nous devons affronter cette ombre et l'intégrer à notre conscience. Avez-vous déjà ressenti une vague de colère ou d'envie si intense que vous en avez été surpris? Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose dans le feu de l'action que vous avez ensuite profondément regretté? Ce sont des aperçus de l'ombre à l'œuvre. Si elle n'est pas maîtrisée, cette ombre peut s'amplifier et se manifester de manière qui corresponde à l'effet Lucifer. Mais voici la partie porteuse d'espoir. La conscience est notre meilleure défense. En comprenant les mécanismes psychologiques qui conduisent à l'effondrement moral, nous acquérons le pouvoir d'y résister. Examinons donc plus en détail comment ces forces opèrent dans le monde réel et comment les contrer. L'un des mécanismes les plus insidieux est ce que les psychologues appellent le désengagement moral. Ce concept, introduit par le psychologue Albert Bandura, explique comment les individus rationalisent un comportement nuisible pour éviter de ressentir de la culpabilité ou des remords. Par exemple, une personne peut se convaincre que tout le monde le fait ou que la fin justifie les moyens. Ces rationalisations créent une distance psychologique entre l'individu et ses actes, facilitant ainsi la justification des méfaits. Imaginez comment cela se produit dans des situations quotidiennes. Un étudiant peut tricher à un examen, se disant que ce n'est qu'un incident isolé. Un manager peut traiter ses employés de manière injuste, croyant que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Dans ces moments-là, le désengagement moral permet aux individus d'agir en contradiction avec leurs valeurs. L'antidote à ce phénomène est ce que certains psychologues appellent la vigilance morale. Cela implique de remettre activement en question nos actions et leurs conséquences, même lorsque cela est inconfortable. Cela signifie se demander, est-ce que je justifie quelque chose que je sais au fond de moi être mal? Un autre outil puissant est de cultiver l'empathie. L'empathie agit comme un contrepoids à la déshumanisation. Lorsque nous percevons véritablement les autres comme des individus complexes et sensibles, porteurs d'espoir, de peur et de rêve, il devient beaucoup plus difficile de leur nuire. C'est pourquoi le récit, l'art et les liens humains authentiques sont si essentiels. Ils nous rappellent notre humanité commune et brisent les barrières qui nous divisent. Mais qu'en est-il au niveau sociétal? Comment lutter contre les systèmes et structures plus vastes qui perpétuent le mal et favorisent l'effet Lucifer à grande échelle? C'est là que le rôle du leadership et de la responsabilité collective devient crucial. L'histoire nous a montré que des leaders charismatiques peuvent soit élever, soit corrompre des sociétés entières. Adolf Hitler, par exemple, a manipulé la peur et les préjugés pour justifier des atrocités. D'un autre côté, des leaders comme le Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. ont usé de leur influence pour inspirer des changements positifs et une résistance à l'injustice. Cela nous amène à une question cruciale, quel type de leader choisissons-nous de suivre? Et quelle influence exerçons-nous sur les autres? Même si nous n'occupons pas de poste d'autorité traditionnel, nous avons tous une influence. Au sein de nos familles, de nos communautés et de nos lieux de travail, la question est de savoir si nous utilisons cette influence pour promouvoir la compassion et l'équité ou pour perpétuer les préjudices et les divisions.
Réfléchissons un instant à notre propre vie. Qui sont les personnes que vous admirez? Quelles valeurs incarnent-elles? Et, tout aussi important, quel exemple donnez-vous à ceux qui vous admirent? En examinant ces forces, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et le leadership, il apparaît clairement que la lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement extérieure. C'est un combat intérieur auquel chacun de nous est confronté au quotidien. Mais voici une vérité qui nous donne du courage. Tout comme les circonstances peuvent égarer les gens, elles peuvent aussi nous guider vers des actes extraordinaires de bonté, de courage et d'intégrité. Les mêmes mécanismes qui créent des monstres peuvent aussi créer des héros. Alors, comment rester sur la voie du bien? Comment cultiver la force de résister à l'influence de Lucifer lorsqu'elle se manifeste? Les réponses se trouvent plus loin. Dans la section suivante, nous découvrirons des stratégies pratiques pour reconnaître et résister aux forces qui mènent à l'échec moral. Ces stratégies ont été testées par des psychologues, des guides spirituels et des personnes ordinaires ayant fait face à des défis extraordinaires. Et n'oubliez pas que la dernière révélation que nous explorerons est la plus transformatrice de toutes, une prise de conscience qui pourrait changer non seulement votre regard sur les autres, mais aussi sur vous-même. Pour résister aux forces qui peuvent nous égarer, nous devons d'abord comprendre que la seule prise de conscience ne suffit pas. Si reconnaître les mécanismes psychologiques de l'effet Lucifer est une étape cruciale, nous avons besoin de stratégies concrètes pour contrer leur influence. Explorons ces stratégies en commençant par le concept de courage moral. Le courage moral est la capacité d'agir de manière éthique et de défendre ce qui est juste, même face à la peur, à l'opposition ou à une perte personnelle. C'est ce qui pousse à dénoncer l'injustice, à protéger les plus vulnérables ou à reconnaître une erreur alors qu'il serait plus facile de se taire. Mais le courage moral n'est pas inné. C'est quelque chose que nous cultivons par la pratique et la réflexion. Pensez à des personnages historiques comme Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place dans un bus, déclenchant ainsi un mouvement pour les droits civiques. Ou encore aux lanceurs d'alerte qui dénoncent la corruption et les abus, souvent au prix de lourdes pertes personnelles. Ces personnes n'étaient pas à l'abri de la peur, mais elles ont choisi d'agir malgré elles. Alors, comment développer le courage moral dans nos vies? Commencez par identifier vos valeurs fondamentales, les principes qui comptent le plus pour vous. Il peut s'agir de l'honnêteté, de la compassion, de l'équité ou de la responsabilité. Réfléchissez à des situations où vous avez été confronté à un dilemme moral. Avez-vous agi en accord avec ces valeurs ou les avez-vous transigées? Un exercice pratique consiste à vous imaginer dans des situations difficiles. Que feriez-vous si vous étiez témoin de harcèlement au travail? Comment réagiriez-vous si on vous forçait à suivre une directive contraire à l'éthique? En visualisant ces situations et en répétant votre réaction, vous renforcez votre capacité à agir avec détermination lorsque le moment se présente. Une autre stratégie essentielle consiste à tisser des liens sociaux forts avec des personnes qui partagent vos valeurs. S'entourer de personnes encourageantes et respectueuses de vos principes peut agir comme un rempart contre les influences négatives. Ces relations procurent un sentiment de responsabilité et d'encouragement, ce qui permet de résister plus facilement aux pressions du conformisme et de l'autorité. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à des systèmes ou des environnements qui semblent conçus pour éroder notre moralité? C'est là que la notion de conscience situationnelle devient essentielle. Cette conscience implique de reconnaître les signaux et les dynamiques subtiles qui façonnent le comportement. Par exemple, il faut prêter attention aux normes du groupe, à ce qui est considéré comme acceptable ou attendu dans un environnement donné. Si vous constatez des schémas d'exclusion, de malhonnêteté ou de préjudice, remettez-les en question. Demandez-vous, est-ce vraiment juste, ou les jeux simplement acceptés parce que tout le monde l'a fait? Réfléchissez également au rôle des petits gestes dans le changement. Nous nous sentons souvent impuissants face aux problèmes systémiques, mais même de petits actes de résistance peuvent faire la différence. Pensez à l'effet d'entraînement. La décision d'une personne d'agir avec intégrité peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Par exemple, sur le lieu de travail, dénoncer des pratiques contraires à l'éthique peut sembler risqué, mais cela peut aussi encourager d'autres personnes à exprimer leurs préoccupations. De même, privilégier la bienveillance et la compréhension dans les interactions quotidiennes peut remettre en question la culture de déshumanisation qui imprègne souvent la société. Abordons également l'importance cruciale de l'introspection. Le philosophe Socrate a dit, « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». L'introspection nous permet d'identifier nos préjugés, de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser, de devenir chaque jour un peu plus performant, un peu plus conscient. Prenez l'habitude de vous poser régulièrement des questions comme « Qu'est-ce qui a motivé mes actions aujourd'hui ?
Ai-je traité les autres avec respect et empathie? Y a-t-il eu des moments où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû m'exprimer? En réfléchissant à ces questions, vous vous entraînez à agir avec plus d'intention et d'intégrité. Mais qu'en est-il de la question ultime, l'effet Lucifer peut-il un jour être totalement neutralisé? Si la réponse dépend de facteurs individuels et sociétaux, la clé réside dans le développement de ce que le psychologue Philippe Zimbardo appelle l'imagination héroïque. L'imagination héroïque est l'état d'esprit qui permet aux gens ordinaires d'agir de manière extraordinaire face à des défis moraux. C'est la conviction que vous aussi pouvez faire la différence, que l'héroïsme n'est pas réservé à l'exceptionnel, mais accessible à tous. Pour cultiver cet état d'esprit, commencez par rechercher des occasions de poser de petits actes d'héroïsme. Il peut s'agir de défendre une personne injustement traitée, de se porter volontaire pour aider les personnes dans le besoin, ou simplement de privilégier la gentillesse à l'indifférence dans vos interactions quotidiennes. Il est également utile d'étudier la vie de ceux qui ont fait preuve d'héroïsme. Des personnages historiques aux acteurs du changement contemporain, leurs histoires nous rappellent que le courage et la compassion sont à notre portée. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelle est la révélation la plus puissante de toutes? Quelle prise de conscience ultime peut véritablement transformer notre vision de nous-mêmes et du monde? La réponse réside dans la compréhension de la profonde interdépendance de l'humanité. La frontière entre le bien et le mal ne se limite pas à des groupes de personnes ou à des nations, elle traverse le cœur de chaque être humain. Comme l'a écrit Alexandre Solzhenitsyn, la ligne de front entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Cette prise de conscience est à la fois une leçon d'humilité et une source de force. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables de faire du mal comme de guérir, mais elle nous donne aussi la liberté de choisir. Chaque instant offre une nouvelle opportunité d'agir avec intégrité, de résister à l'attrait des ténèbres et de contribuer à un monde ancré dans la compassion et la justice. Suivez-moi, car dans la dernière partie, nous approfondirons la manière dont ces idées peuvent s'appliquer à votre vie. Ensemble, nous découvrirons des étapes concrètes pour non seulement résister à l'effet Lucifer, mais aussi devenir une force du bien dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous avons maintenant découvert les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser les bonnes personnes vers l'obscurité, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et l'influence de la dynamique de groupe. Nous avons exploré comment la conscience, le courage moral, l'empathie et l'introspection servent de défense contre ces forces. Concentrons-nous maintenant sur ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, pour devenir non seulement résilient, mais aussi une source de lumière dans les situations difficiles. La première étape consiste à reconnaître votre influence. Aussi petit ou insignifiant que soit votre rôle, vous avez le pouvoir de façonner l'environnement qui vous entoure. Dans chaque interaction, vous contribuez aux normes et aux valeurs qui guident les autres. Encouragez-vous une culture de bienveillance, d'équité et de responsabilité, ou laissez-vous silencieusement perdurer des comportements néfastes? Prenons l'exemple d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a changé le cours de l'histoire par des actions apparemment anodines pendant la Seconde Guerre mondiale. Initialement motivé par le profit, Schindler a utilisé ses ressources pour sauver la vie de plus d'1 millier de Juifs de l'Holocauste. Son histoire témoigne de la façon dont un seul individu, même au cœur d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, peut faire une différence profonde. Nul besoin de circonstances exceptionnelles pour suivre cet exemple. Vous pouvez commencer dans votre communauté, votre lieu de travail ou même votre famille. Dénoncez toute injustice dont vous êtes témoin. Offrez du soutien à une personne qui se sent isolée. Déconstruisez les stéréotypes et les préjugés qui divisent. Ces petits gestes, multipliés, ont le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Une autre étape essentielle consiste à s'instruire et à éduquer les autres. La connaissance est l'un des outils les plus efficaces contre la manipulation et l'érosion morale. Étudiez l'histoire, la psychologie et la philosophie pour approfondir votre compréhension des raisons et des mécanismes des choix humains. Partagez ces connaissances avec les autres, non pas pour faire la morale ou la leçon, mais pour susciter des conversations enrichissantes qui inspirent la réflexion et le développement personnel. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi à l'influence des histoires que nous consommons sur notre pensée? Les films, les livres et les médias façonnent souvent notre perception du bien et du mal, du juste et du faux. En recherchant des récits qui remettent en question vos préjugés et élargissent votre perspective, vous construisez une compréhension du monde plus nuancée et plus bienveillante. Parlons aussi de résilience face à la pression. Défendre ce qui est juste comporte souvent des risques, un rejet social, des conséquences professionnelles, voire une perte personnelle. C'est pourquoi la résilience est si cruciale. La résilience ne signifie pas être intrépide.
Elle signifie continuer à agir conformément à ses valeurs, même face à la peur. Pour développer sa résilience, privilégiez des pratiques qui renforcent votre bien-être mental et émotionnel. Cela peut inclure la méditation de pleine conscience, la tenue d'un journal ou la recherche de conseils auprès de mentors et d'amis de confiance. Entourez-vous d'une communauté de personnes qui vous encouragent et vous inspirent. La résilience ne se construit pas seule. Il s'épanouit en lien avec les autres. Mais que se passe-t-il en cas d'échec? Car inévitablement, nous échouerons. Il y aura des moments où la peur ou la pression prendront le dessus, où nous agirons d'une manière que nous regretterons plus tard. C'est là que le concept de pardon à soi-même devient essentiel. Se pardonner ne consiste pas à excuser un comportement néfaste, mais à reconnaître ses erreurs, à en assumer la responsabilité et à s'engager à faire mieux. Il s'agit de comprendre que l'échec fait partie de l'expérience humaine et que la croissance naît souvent de la confrontation avec ses défauts. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà manqué à vos propres valeurs? Comment avez-vous réagi à cet échec? En avez-vous tiré des leçons ou l'avez-vous laissé vous définir? La capacité à se pardonner et à pardonner aux autres est l'un des outils les plus puissants pour se libérer des cycles de mal perpétués par l'effet Lucifer. Elle vous permet d'avancer avec lucidité et détermination, plutôt que de vous laisser alourdir par la culpabilité ou le ressentiment. Enfin, revenons à la vision la plus profonde de toutes, l'interdépendance de l'humanité. Lorsque nous reconnaissons que la frontière entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain, nous commençons à percevoir les autres, et nous-mêmes, avec plus de compassion. Cette compréhension n'excuse pas les comportements nuisibles, mais elle nous permet d'aborder le monde avec empathie et un engagement envers la guérison, plutôt que le jugement. Pensez aux répercussions de vos actions. Chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, a des répercussions sur le monde. Vos actions contribueront-elles à la division et au mal, ou rassembleront-elles les gens et inspireront-elles l'espoir? Imaginez un monde où chacun assume la responsabilité de ses choix, où nous résistons aux forces qui déshumanisent et divisent, et où nous nous efforçons de créer des environnements propices à la compassion et à l'intégrité. Ce n'est pas un idéal inaccessible. C'est une réalité que nous pouvons construire, une décision à la fois. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, permettez-moi de vous confier un dernier défi. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd'hui et demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie. Comment reconnaîtrez-vous et résisterez-vous aux forces qui vous éloignent de vos valeurs? Comment contribuerez-vous à un monde où le bien l'emporte sur les ténèbres? Les réponses à ces questions ne sont pas simples,